et le centre de toxicomanie nous envoie une lettre avec le prélèvement parfois le prélèvement, parfois directement, le plus souvent le cas lui-même au laboratoire de toxicologie. Mais dans ce cas-là, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. On va expliquer pour quelle raison. Donc, le but de la pharmacodépendance, c'est de vérifier est-ce que effectivement le mot toxicomane, c'est un mot qu'on n'emploie plus ces derniers temps, mais on peut dire que c'est quelqu'un qui est pharmacodépendant, qui est dépendant des substances récréatives, hein. Donc, quelqu'un dans cette situation, même s'il vous dit, donc surtout un adolescent, il vous dit, voilà, j'ai arrêté la prise, on ne peut pas se fier à ses paroles parce qu'il faut vérifier ce qu'il dit en faisant des échantillons et justement de rechercher tous les toxiques possibles et qui sont mis à sa disposition à l'extérieur, hein. Donc on commence avec le contexte d'urgence que tout le monde connaît. Donc les éléments les plus importants, nous avons les éléments de base dans n'importe quelle ordonnance ou demande d'analyse. Vous avez les identifiants, nom, prénom et âge. Nous avons la nature, ça c'est le prélèvement, c'est facile, la nature du prélèvement, mais un élément très important, c'est le moment de prélèvement. Donc c'est un élément très important lorsqu'on fait une recherche de toxique, c'est le moment de prélèvement et je vais vous dire pour quelle raison. La nature du médicament ou du traitement reçu à l'hôpital, parce que souvent en cas d'urgence, le patient, s'il est agressif ou bien il est convulse, on lui donne déjà un médicament. Donc il faut préciser que le médicament, il y a un médicament qui a été donné pour pouvoir interpréter par la suite le résultat. Si on retrouve le même médicament, donc souvent on ne suspecte pas le médicament donné ou administré à l'hôpital, mais on va écarter ce médicament et rechercher d'autres médicaments dans le prélèvement. L'heure de prise, lors de l'ingestion, quand est-ce que le patient a ingéré tel médicament, la dose ingérée, si on peut l'avoir, et les signes cliniques sont également très importants. Les signes cliniques, c'est les éléments qui vont nous orienter également pour rechercher un médicament par rapport à un autre. La même chose pour la pharmacodépendance. Généralement, on demande les mêmes éléments dans l'ordonnance, les identifiants. On peut demander également les comportements pour voir est-ce qu'il y a une rechute chez les toxicomanes, les signes cliniques, les médicaments consommés, les dernières prises et doses d'exposition. Donc, je reviens vers un élément très important, le moment de prélèvement et l'heure de prise. Par exemple, imaginez, vous êtes devant un cas d'intoxication, le dimanche, par exemple. Il y a une urgence. On a la notion de prise d'un médicament le dimanche et on fait le prélèvement, on va dire 2 semaines après. Donc, si on fait une recherche de toxique 2 semaines après, il est très probable qu'on ne retrouve pas le médicament mis en cause. Donc, l'interprétation sera un peu défectueuse parce il y a un élément de temps qui est qui est majeur et qui peut jouer un rôle dans l'élimination de notre toxique. Donc, il a pris par exemple un médicament des benzodiazépines le dimanche, après 2 semaines, souvent on ne retrouve rien. Souvent on ne retrouve pas le médicament mis en jeu. Et là, on ne peut pas expliquer l'intoxication. D'ailleurs, ça n'a pas une utilité importante parce que s'il prend le dimanche le médicament, il y a l'urgence. Après 2 semaines, normalement, il y a un rétablissement du patient. Donc, on n'a pas besoin vraiment de faire la recherche. Ce que nous faisons, nous, au laboratoire, on sollicite le CAP. Le CAP rappelle le service d'urgence pour demander quel est le but de cette demande. OK? C'est souvent le cas. Je pense que vous êtes familier par rapport à ça, surtout les gens qui travaillent aux urgences, ils savent que tout part à partir du 136 poison. Alors, donc ici, on arrive à la partie prélèvement. Alors, en toxicologie, c'est un peu différent. Du moment que n'importe quel élément qui fait partie de l'être humain, n'importe quel élément ou prélèvement biologique peut être analysé et peut être utilisé pour rechercher les toxiques, hein. Généralement, lorsqu'on fait une recherche de toxiques, le milieu de choix qu'on demande le plus, c'est les urines. C'est les urines.
on le Recording fait, in pas dans le progress. contexte de recherche de toxiques. Pour tout ce qui est pharmacodépendance, en termes de médicaments, c'est beaucoup plus les opiacés. Les opiacés avec tous les médicaments, qu'ils soient naturels ou bien des dérivés synthétiques. On a la morphine, codéine, méthadone, tramadol, buprenorphine, fentanyl, dextrométhorphane, pétédine, folcodine, hydrocodone, et etc. On peut citer beaucoup de médicaments. Alors maintenant, on arrive aux modalités de prélèvement. Alors, le prélèvement, si vous voulez, il suit la cinétique d'un médicament. On va prendre un cas général, bien sûr, avec des pincettes. Si on prend un exemple, il y a toujours des exceptions. Donc, si on parle des prélèvements précoces, pardon, prélèvements précoces avec S. Donc, les prélèvements précoces, c'est généralement le sang, et on l'utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le dosage. Nous avons le liquide de lavage gastrique, qui est LLG, et salive. Pourquoi ces prélèvements? Parce que le plus souvent, le toxique, il est ingéré. Donc, il sera le toxique, le premier milieu biologique qui sera en contact avec le toxique, ça sera la salive. Donc, c'est dans les minutes qui suivent l'intoxication. Par la suite, c'est le liquide de lavage gastrique. Bien sûr, c'est dans les 30 jusqu'à 1 heure après l'ingestion, juste avant la vidange gastrique. Et on l'emploie souvent lorsqu'il y a une forte prise de médicaments et la prise en charge a été faite précocement. Donc, généralement, on fait le lavage gastrique, on récupère le liquide et parfois, on tombe sur des comprimés directement. Donc, comment dire, la recherche de toxiques, elle est vraiment guidée. Donc, on saura que c'est des comprimés, on saura que c'est un médicament et on est plus efficace pour l'identifier. Donc, le liquide de lavage gastrique, si on peut l'avoir, c'est très précieux comme prélève. Par la suite, comme vous pouvez imaginer, donc le médicament, il va passer dans les intestins, il sera absorbé. Donc, s'il est absorbé, on est dans la phase d'absorption dans la cinétique. Donc, il va passer logiquement vers le sang. Donc, le sang, généralement, on le fait, donc le pic plasmatique de la plupart des médicaments, ou bien, voilà, la plupart des médicaments qui ont une absorption rapide, surtout les psychotropes, c'est 1 heure. On peut solliciter le sang de 1 heure jusqu'à 24 heures généralement. Le prélèvement sanguin. Donc, comme je l'ai dit, il est très intéressant lorsqu'on fait le dosage. Et parfois, on peut faire le screening ou le recherche de toxiques dans le sang. Maintenant, les urines qu'on emploie le plus souvent, les urines généralement, donc il faut que le médicament passe par le sang, puis il est métabolisé dans le foie, il est distribué avant, puis il est métabolisé, puis éliminé par les reins ou bien par voie biliaire. Mais principalement, ça sera les urines. Donc, dans une situation pareille, on est à l'étape d'excrétion, la dernière étape de la cinétique d'un médicament qu'on appelle ADME, absorption, distribution, métabolisme et élimination urine. Donc, quand on a les urines, c'est un milieu très précieux pour les toxicologues. Pourquoi? Parce que c'est un milieu généralement qui ne contient pas beaucoup d'interférences. Ce n'est pas comme le sang, il n'y a pas beaucoup de protéines. Donc, il y a peu de protéines. On a le volume est plus faible que le sang. On a 6 litres dans le sang. Par contre, dans les urines, on peut avoir jusqu'à 1 litre si on est vraiment. Donc, on a 1 litre maximum, le plus souvent 400 demi-litres, un demi-litre. Donc, vous imaginez bien que le volume diminue, donc la concentration elle est élevée. Et là, on peut trouver également beaucoup de métabolites qui vont nous aider à guider la recherche de toxiques. OK? Donc, ça, c'est les urines, c'est un prélèvement semi-tardif. Donc, il serait préférable de faire le prélèvement au moment de l'apparition des signes cliniques. Si on est un peu en retard, si on n'a pas fait le lavage gastrique, si on a dépassé le sang, donc il ne faut pas l'arrivée du médicament dans le sang, donc dans 1 heure, 24 heures. Donc, il faut faire le prélèvement lorsqu'il y a les signes cliniques. Donc, si les signes cliniques disparaissent, généralement, on a peu de chances à retrouver le médicament. Voilà, ça, c'est les éléments les plus importants. Donc, parfois, la question qui se pose également, les urines, quand est-ce qu'on arrête le prélèvement? Généralement, les urines, on part de 6 heures jusqu'à 5 demi-vies. C'est le temps qui est nécessaire pour l'élimination de pratiquement 97% de la dose ingérée. Donc, il y a peu de techniques qui peuvent détecter 2 jusqu'à 3% le médicament qui reste dans les urines. Donc, généralement, pour nous, c'est 5 demi-vies si on connaît le toxique. Si on ne le connaît pas, on le fait quand même. Mais justement, en faisant un retour par rapport en faisant une conversation, une discussion avec le médecin, pourquoi il demande après tant de temps de l'intoxication. Donc voilà, ça c'est les prélèvements en cas d'urgence les plus importants. Donc je répète, c'est le sang, le liquide de lavage gastrique. Bon, la salive c'est très rare, mais bon, si on peut le faire, on le fait. Les urines,
Les cheveux, donc on arrive vers la partie pharmacodépendance, donc on peut faire le sang, des urines. Là, les cheveux, c'est justement, c'est un prélèvement très intéressant parce qu'il nous permet de faire une analyse segmentaire, segmentaire dans le sens où vous avez les cheveux qui poussent 1 centimètre chaque mois. Donc, si vous voulez avoir un calendrier d'exposition d'une personne qui est sous l'effet d'une substance récréative, vous voulez, par exemple, il est arrivé en avril et vous voulez avoir tout l'historique de ses expositions, on va dire 6 mois avant, si il s'agit d'une fille, hein, bien sûr, c'est 6 mois avant, vous avez 6 centimètres, il est rare qu'un garçon en Algérie, bon, c'est très peu d'avoir un garçon qui a des cheveux plus de 106 centimètres, hein. Donc, si on veut avoir un historique des expositions, chaque centimètre, on le coupe et on va voir, on va aller en retour pour voir quel est le mois où notre patient était exposé à une substance récréative. Donc, c'est très intéressant et si on arrive à le faire, c'est quelque chose de très bon. Alors, souvent, lors d'une analyse en pharmacodépendance, le prélèvement se fait in situ, hein. On ne demande pas de le faire à domicile parce que le patient il n'est pas dans une situation d'urgence. Il va très bien. Donc, parfois, il prend parfois occasionnellement, parfois souvent, hein. Il y a quelqu'un des toxicomanes qui prennent souvent le toxique, mais il est conscient. Donc, on lui demande de venir au laboratoire pour plusieurs raisons. Premièrement, pour éviter l'effet de dilution. Par exemple, l'enfant, l'adolescent ou le toxicomane âgé adulte peut prendre les urines. Par la suite, il va les diluer avec de l'eau de robinet et il va l'envoyer au laboratoire. On ne pourra rien trouver, hein. Ça, c'est la première situation. Substitution aussi. Donc, il va nous donner des urines qui ne sont pas les miens, donc les siens, pardon, qui ne sont pas les siens. Donc, vous allez analyser, par exemple, des urines vierges et vous n'allez rien trouver. Vous allez rendre un résultat qui est faussement négatif, alors qu'il s'agit d'une simple substitution des urines. L'adultération en remontant du pH, en faisant en rajoutant un solvant, tout ce que nous pouvons faire pour changer un prélèvement, la qualité d'un prélèvement et fausser le résultat d'une analyse. Alors ici, j'ai mis voir chapitre analyse toxicologie des substances illicites et d'abus. Alors là, je vous invite à la fin, je vais vous dire, à la fin, il y a un livre qu'on a sorti qui contient tous ces éléments-là, hein. Genre, si vous voulez avoir bon, on va vous envoyer ce PowerPoint, mais si vous voulez comment dire, une base, un livre que vous voulez consulter en toxicologie, et on a publié un livre avec Elsevier et je vais vous donner le contact pour pouvoir, si vous voulez, le ramener dans votre service ou le lire à titre personnel. Donc ça, c'est les prélèvements. Maintenant, on arrive à l'étape de conservation et acheminement. Donc, dans cette étape, bon, il y a peu de médicaments qui nécessitent, par exemple, de conserver l'échantillon à l'abri de la lumière. Nous pouvons citer le méthotrexate et le mycophénolate. Mais généralement, si on veut envoyer un échantillon, le plus souvent en Algérie, on parle en Algérie, hein, si on essaie de l'envoyer à +4, ça c'est le minimum, le strict minimum. Mais de manière, bon, si on veut être dans les normes, il faut l'envoyer à -20 si c'est possible, hein. À -20. Si on n'arrive pas, on le conserve à -20, puis on l'envoie à +4. Je ne sais pas au laboratoire ou bien dans l'urgence pendant 1 ou 2 journées, on va dire à +4. On le à -20, puis on ramène avec une glacière. Donc, à l'exception des cheveux. Lorsqu'on a des cheveux, on peut les envoyer parce qu'ils peuvent être conservés à température ambiante. Donc, ça, c'est l'acheminement et la conservation. Là, ici, donc, il y a pour certains médicaments, on fait pas là, on cherche pas seulement le toxique lui-même, mais on cherche également les biomarqueurs d'effet. C'est quoi un biomarqueur d'effet? Si vous voulez, c'est de chercher les effets toxiques du médicament et voir la gravité de l'intoxication. Et vous avez, par exemple, si vous avez un toxique, par exemple, hein, qui touche un peu les reins, ils sont capables de faire une insuffisance rénale, autant faire un bilan rénal pour un double objectif. Le premier, ça va nous orienter vers le toxique qui a donné l'insuffisance rénale. Et deuxièmement, c'est voir l'état du rein de notre patient. Donc, c'est toujours bien de faire un bilan. Parfois, on demande également un bilan hépatique lorsqu'il s'agit du paracétamol. Lorsqu'on suspecte un surdosage en paracétamol. Dans cette situation, on demande un bilan hépatique pour voir en faisant la transaminacylazate, pour voir est-ce qu'il y a des dégâts dans le fond. Donc, non seulement il va nous orienter,
mais aussi ça va nous aider à voir l'état organique de notre patient. Là, je laisse à votre disposition tout ce tableau-là avec tous les éléments, les biomarqueurs, avec les médicaments dans lesquels on cherche le bilan. Nous avons également, par exemple, l'acide folinique lorsque on CAC en tube de méthotrexate. Nous avons plusieurs exemples. Vous avez la méthémoglobine lorsque le patient est exposé au dapsone, lidocaïne, chloroquine, primaquine. Chloroquine, tiens, c'est le traitement qui était au départ utilisé pour le traitement du Covid. Hein. Et nous avons d'autres exemples, hein, plusieurs exemples. Vous pouvez les consulter. Le but, ce n'est pas de faire une présentation exhaustive là maintenant, c'est pour vous aider, pour vous faire découvrir cette analyse au laboratoire. Donc ça, c'est une étape également optionnelle. On n'emploie pas systématiquement, mais tout ce que nous avons vu auparavant, c'est systématique. Alors maintenant, on arrive au, pardon, donc dosage. Maintenant, on arrive aux techniques d'analyse. Alors, comment on fait? Donc, on reprend un peu. Donc, nous avons le prélèvement. Le prélèvement, il est arrivé au laboratoire. La première chose à faire, c'est le dépistage. Bien sûr, avec l'anamnèse, on est orienté. Si vous avez un syndrome bien précis, par exemple un syndrome extrapyramidal, insuffisance respiratoire, une hydriase, plus ou moins on est orienté. On sait à peu près à quoi on est confronté. Hein. Donc on sait plus ou moins quels sont les médicaments qui peuvent donner ces signes cliniques. Par contre, on est aidé également sur le plan technique par des techniques de dépistage qui sont de deux familles. Nous avons les méthodes colorimétriques et les méthodes immunochimiques. On va les voir un par un. Donc l'idée c'est quoi? Donc on est confronté à 100 médicaments. C'est le cas d'ailleurs. Hein. On a dans notre panel de toxiques, de type médicamenteux, on va dire de 50 jusqu'à 100 médicaments. Alors, nous avançons à 50 médicaments. Si on les cherche tous, ça va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. Donc, il serait préférable de faire des tests de dépistage ou d'orientation qui sont rapides et qui cherchent des familles de médicaments, pas les médicaments eux-mêmes. Donc, si par exemple, on cherche 60 médicaments, dans chaque famille, on va dire il y a 10 médicaments, donc on est confronté à 6 familles. En faisant un test, par exemple, d'immunochimie pour chaque famille, si nous avons par exemple les antidépresseurs positifs et tout le reste est négatif, donc je ne cherche pas les autres médicaments, mais je continue avec les antidépresseurs. Donc, ça va nous faire gagner beaucoup de temps et on sera plus efficace pour rechercher les médicaments. Donc, au lieu de chercher 60, à la fin, je vais chercher seulement un médicament parmi 10. D'accord? Donc, c'est ça le but du dépistage. Hein. Nous avons, comme je l'ai dit, le plus souvent maintenant, on utilise des méthodes immunochimiques, mais il y a également des méthodes colorimétriques pour les laboratoires qui veulent initier une telle activité. Par la suite, bien sûr, bien sûr, à chaque fois, si nous avons un test rapide d'orientation, il a des limites. Et la limite la plus importante, d'ailleurs, c'est des techniques immunochimiques, il y a le mot immuno, donc on va utiliser des anticorps. Et ces anticorps, vous savez très bien, ils ont beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'ils peuvent donner des faux positifs ou faux négatifs. Donc, des cross-reaction, donc des faux positifs, faux négatifs. Donc, on va hériter de toutes les limites des anticorps dans notre analyse. Donc, ça, il faut les rentrer dans notre esprit parce que ça va jouer un rôle dans l'interprétation. Par la suite, nous arrivons à la confirmation. Alors, le but de la confirmation, c'est quoi? C'est justement de chercher dans la famille le médicament ou les médicaments, parce que parfois on est confronté à une intoxication polymédicamenteuse, le ou les médicaments qui sont à l'origine de la clinique que nous avons observée. Et donc on confirme, là il n'y a pas de doute, le plus souvent il n'y a pas de faux positifs ou faux négatifs, donc on est sûr du médicament. Donc il s'agit de méthodes immunochimiques encore une fois qui sont précises, ou bien des méthodes chromatographiques. Hein. Et à la fin on dose. Parfois, ça c'est également, c'est pas systématique. Parfois, quand on trouve le médicament, on le dose. On le dose parce qu'il peut nous renseigner sur le pronostic du patient, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, sur l'état d'élimination du corps du patient du médicament. Parce qu'est-ce qu'on veut? Quand on instaure un traitement, on veut que le corps de notre patient élimine le toxique. Qui va nous prouver que l'élimination est efficace? C'est justement un contrôle et un dosage. Un dosage du médicament qu'on retrouve. D'accord? Voilà, là aussi, dans le dosage, nous avons des méthodes colorimétriques, immunochimiques et chromatographiques. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? Parfois, le prélèvement, là, j'ai mis une flèche directe du prélèvement vers le dosage. On n'a pas besoin ni de dépistage, ni de la confirmation.
cette situation lorsqu'on connaît d'emblée quel est le médicament mis en cause. Par exemple, dans la lettre, on nous envoie, le médecin nous envoie tel patient, il a telle clinique, ou bien il a pris à telle heure telle quantité de médicaments. Par exemple, le plus souvent, c'est paracétamol. Donc là, à titre d'exemple, je n'ai pas besoin d'employer ou de mettre en œuvre tout l'arsenal analytique de dépistage vers la confirmation. Je passe directement vers le dosage et rendre un résultat rapide, hein. Donc, pour vous dire, ce processus, le plus souvent, doit être rendu dans les 24 heures. Parce que n'oubliez pas, le plus souvent, on est devant un cas d'urgence. Si on est devant un cas de pharmacodépendance qu'on a vu tout à l'heure, là, plus ou moins, on est à l'aise. Mais si on a deux prélèvements, un prélèvement urgence et un prélèvement pharmacodépendance, logiquement, la priorité aux urgences dans les 24 heures. Donc, voilà, bon, là, ici, on arrive à l'étape de dépistage, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'orientation. Et là, je mets à votre disposition, dans comment dire, dans cette présentation, les médicaments et comment on peut les rechercher en utilisant des méthodes colorimétriques faciles, hein, de base, qu'on peut réaliser au laboratoire, hein. Pas la peine que j'explique chaque technique colorimétrique. Le but justement de cette présentation, c'est pas de rentrer dans les détails, mais seulement d'expliquer les étapes clés d'une recherche de toxiques. Donc, paracétamol, j'ai mis le prélèvement à utiliser, salicylée, urine et liquide de lavage gastrique. La théophiline, comment on peut la rechercher dans un prélèvement urinaire. Je vous rappelle, c'est une technique, on est dans l'étape de dépistage ici, hein. Donc, on peut risquer d'avoir des faux positifs et faux négatifs. On ne peut pas rendre un résultat avec un dépistage aussi. Et si on le fait, il faut être, comment dire, correct en disant que c'est un dépistage. Si on n'a pas les moyens d'aller vers la confirmation ou le dosage, dans la lettre, dans l'interprétation, le plus souvent le toxicologue, donc quand on rend un résultat, on le rend en disant qu'il s'agit d'un dépistage. Pas plus que ça. Donc là, je mets à votre disposition tous les médicaments. Nous avons les antidépresseurs dans les urines, nous avons phénobarbital dans les résidus d'extraction, carbamazépine dans les urines. Carbamazépine, c'est un antiépileptique. Phénétoïd qui n'est plus utilisé, c'est également un antiépileptique dans les urines. Et les techniques qu'on emploie, et avec la coloration obtenue à la fin. Alors, nous avons les digitaliques, phénothiazine qui contient l'argactyle, le chlorpromazine, le lévomépромazine. Nous avons également les opiacés. Alors maintenant, deuxième alternative, c'est les méthodes immunochimiques. On peut soit utiliser un appareillage qui met un automate, l'expand. Cobas également. Le Cobas également contient également les drogues pour dépistage. Et nous avons également des bandelettes. On peut avoir comme des bandelettes de tests de grossesse pour détecter les médicaments. Alors dans ce tableau également, le but de cette technique, de cette présentation, c'est seulement de vous orienter. Je vous laisse la présentation. Après, vous pouvez la lire à tête reposée. Vous pouvez me contacter par la suite. Je vais mettre à votre disposition mon email. Si vous n'avez pas compris un tel ou un tel paramètre, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je répondrai avec plaisir, hein. Là, j'ai mis les médicaments. Vous avez le paracétamol. On a choisi bien sûr les médicaments qui sont le plus souvent utilisés en Algérie, bien sûr, hein. Nous avons les antidépresseurs ici, tricycliques, les benzodiazépines, les barbituriques, les opiacés, biprénorphine, hydrocodone, méthadone, acétylmorphine, dextropropoxyphène et phencyclidine. Là, c'est là comment dire, le principe de la technique, c'est tous des techniques immunochimiques. On a limite, FPIA, KIA, c'est des variantes et toutes se basent sur la réaction anticorps-antigène, hein. Le marqueur qui change ou bien c'est soit par compétition, soit sandwich. Ça, c'est des, comment dire, c'est des détails techniques. On les emploie pour améliorer souvent la qualité du résultat et éviter le plus souvent les faux négatifs ou positifs, hein. Alors, la détection ici, j'ai mis à votre disposition. Dans combien de jours cette technique peut détecter notre paracétamol? Par exemple, paracétamol, si l'exposé s'est fait en dimanche, il faut faire la technique à dimanche. Il faut faire le dépistage par immunochimie à dimanche parce que c'est ça la sensibilité de notre technique, hein. Et là, j'ai mis les interférences. Vous pouvez voir ici, par exemple, les antidépresseurs, il y a beaucoup d'interférences, hein. Là, c'est les jours. Par exemple, c'est un cyclidine, ça peut aller jusqu'à 5 à 60. Pourquoi 5 à 60? Et là, c'est des techniques qui se basent sur l'utilisation des urines, hein. Lors du dépistage, c'est uniquement, exclusivement des urines. Donc, quand on les cherche, bon, là, ça dépend du temps de demi-vie d'un médicament.
Alors, on peut continuer maintenant. Maintenant, on arrive à la confirmation et le dosage. Donc là, on a quelques éléments. Là, dans cette partie, on a beaucoup et énormément de, comment dire, de variantes. Et là, je vais essayer un peu d'orienter, de vous dire comment on fait chez nous, comment on s'oriente vers telle technique de confirmation et pourquoi pas une autre, hein. Alors, comme j'ai écrit ici, donc la sélection de la technique de confirmation dosage repose sur le coût de l'analyse. Bien sûr, si le laboratoire n'a pas le coût de faire fonctionner, par exemple, une HPLC MS, on a seulement une HPLC UV, donc autant continuer avec l'HPLC UV et ne pas faire d'une analyse qui va un peu vous déranger sur le plan coût, hein. La première chose, c'est le coût. C'est vraiment un élément très important. Peut-être pour vous, ça apparaît pour certains d'entre vous, je pense, que c'est un élément qui n'est pas majeur, mais franchement, les coûts d'analyse, ils sont un peu excessifs, hein. Donc, c'est le coût de l'analyse, la rapidité de l'analyse de la taille d'échantillons requise. Là aussi, si vous avez beaucoup d'échantillons, vous recevez beaucoup d'échantillons de recherche de toxiques, là, plutôt, il faut opter pour une recherche, pour une analyse rapide, même si la sensibilité, elle est faible, mais rapide. Parce que la notion de temps, je peux vous dire, donc classiquement, une technique, une recherche de toxiques classique, normale, de A à Z, de la partie analyse, hein, on ne parle pas du prélèvement, hein, parce que ça, c'est pas de notre ressort. Donc, le plus souvent, donc la partie prélèvement jusqu'à la partie interprétation, généralement, en moyenne, c'est 3 heures, hein. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 24 heures, ça peut aller très loin. Donc, c'est ça un peu la durée. C'est une analyse un peu lourde. Donc, si vous êtes par exemple, dans un laboratoire où vous recevez beaucoup de recherches de toxiques, il vaut mieux opter pour la rapidité que la sensibilité. Parce que le plus souvent, une intoxication, c'est des doses élevées. Ça veut dire le patient a pris une forte quantité de médicaments. Donc, la sensibilité, c'est vrai que ça joue un rôle important lorsque le prélèvement est fait à distance ou là, plusieurs jours après le prélèvement. Mais si vous êtes devant un service d'urgence et ils peuvent vous envoyer dès la réception du patient le prélèvement, il faut beaucoup plus opter pour la rapidité et l'efficacité. Donc, bien sûr, comme on vient de dire, rapidité, donc ça joue contre la sensibilité d'une technique. Et il faut également voir est-ce que la sensibilité elle est satisfaisante pour détecter les médicaments. Seuil de détection, on vient de le parler. Robustesse et spécificité également de la technique. Même si on dit que c'est une technique de confirmation, il est rarement, on ne va pas dire souvent, mais rarement, on peut tomber également sur défauts négatifs ou défauts positifs par rapport à la spécificité de la technique, hein. Lorsqu'on est devant une HPLC UV, c'est rare où on peut tomber sur deux médicaments, par exemple, qui peuvent sortir en même temps. Et c'est là également, on rentre dans un autre domaine de purification du pic et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'astreignant. Il vaut mieux éviter ça et avoir quelque chose de très spécifique et être sûr de notre résultat que rentrer dans des difficultés qui sont le plus souvent infructueuses, hein. Donc, utiliser également, il faut que l'échantillon, votre technique, soit capable d'utiliser peu d'échantillons. Ça, c'est également une situation qui peut vous sembler un peu paradoxale parce que, voilà, vous avez dit tout à l'heure que vous allez faire une recherche de toxique et le plus souvent, vous utilisez des urines. Donc, forcément, il y a une forte quantité d'échantillons. Il y a une quantité importante qui est livrée au laboratoire. Eh bien, ça, c'est souvent le cas, mais parfois, on peut tomber sur un cas d'insuffisance rénale. Et insuffisance rénale, on ne peut pas récupérer les urines. Et dans ce cas-là, on aimerait bien avoir en moins 1 millilitre ou 2 millilitres. Et si notre technique utilise seulement 100 microlitres ou 1 millilitre, on est sauvé. D'accord, on est sauvé. Mais si elle demande beaucoup plus devant un cas d'insuffisance rénale, là, on est confronté à une difficulté. Bien sûr, disponibilité du kit ou des réactifs, ça c'est également la faisabilité. Donc, il faut vraiment s'assurer que le laboratoire pourra fonctionner aisément avec tout ce qui est logistique, hein, tout ce qui est kit et réactif. Alors maintenant, voilà, donc dans la confirmation, on a également des techniques colorimétriques là maintenant aussi qui peuvent confirmer votre analyse. Nous avons une technique pour le paracétamol, les carbamates, les salicylés. Je vous laisse encore une fois le plaisir de les lire. C'est très facile, les ingrédients sont là, les éléments à utiliser et même la longueur d'onde à utiliser, si on a besoin de faire un dosage. Nous avons pour les benzodiazépines l'exemple clonazepam, les barbituriques, les antidépresseurs et les phénothiazines, les techniques en emploi colorimétriques qu'on peut mettre en place dans un laboratoire. Vous avez également les méthodes immunochimiques. Là, les méthodes immunochimiques, beaucoup plus là, même tout à l'heure, nous les avons vues à titre de dépistage.
Là, maintenant, on va les utiliser pour le dosage. Ça veut dire on a confirmé avec une autre technique, par exemple HPLC, et on va maintenant doser notre médicament. Et là, quand on arrive au dosage, le plus souvent, si ce n'est dans 99,99% des cas, on emploie le son que nous avons euh, cité tout à l'heure. Donc, le son, il est vraiment réservé beaucoup plus vers le dosage. Là, bon, j'ai mis les médicaments qu'on pourra doser par une technique immunochimique avec les principes et les interférences possibles pour chaque médicament. Donc, voici la liste, elle est très large, hein. Vous pouvez tomber sur d'autres, comment dire, d'autres fabricants. Il y a, bon, moi, pour moi, ça, c'est c'est la gamme la plus large, hein. J'ai essayé de fusionner avec Siemens, qui est le producteur d'Expand, et du Cobas, hein. Donc, normalement, il y a pratiquement tous les médicaments qu'on peut doser au laboratoire de toxicologie dans un cadre de recherche de toxiques, hein. Alors bon, on va s'amuser un peu de les citer. Donc, nous avons les paracétamol, les antidépresseurs, du prénorphine, du Rocodol. Ça, c'est des opioïdes, hein. Nous avons vinblastine, vincristine, c'est des anticancéreux. La cyclovir antivirale, digoxine, salicylée, lidocaïne, amikacine. Donc, on arrive vers la gamme des antibiotiques, mais d'autres agents anticancéreux, les immunosuppresseurs également, qui sont maintenant très, très analysés au laboratoire de toxicologie. Donc, on dose ces médicaments pour éviter justement une insuffisance. Bon, pour le cyclosporine, bon, on l'emploie dans un cadre de transplantation rénale, mais il a beaucoup d'effets toxiques. Tacrolimus peut être hyperglycémiant et gênant pour le patient. Alors, dès qu'on dose le médicament pour voir est-ce qu'on est dans l'intervalle thérapeutique. Nous avons le caféine, ça c'est pour s'amuser la caféine. Bon, nous avons l'acide valproïque, un antiépileptique qui est très souvent analysé au laboratoire de toxicologie, carbamazépine, phénobarbital, phénotoïne et tout le reste de tout ce que anticancéreux, voilà, des anticancéreux. Voilà, donc là, ici, j'ai mis, bon, ça c'est l'insuline un peu spécial, je préfère ne pas le détailler parce que c'est un cas un peu de post-mortem, de médico-légal. Donc, ça, c'est pour vous si vous voulez. Donc, ici, on arrive vers les techniques physiques. Donc, nous avons vu les techniques immunochimiques, colorimétriques. Donc, je reprends, je récapitule un peu pour que vous fixiez les idées. Donc, on est parti des prélèvements. On a vu le dépistage avec les variantes colorimétriques immunochimiques. Chemin la confirmation. Maintenant, on est dans les méthodes immunochimiques. Ah, bon, ici, c'est colorimétrique, hein. Colorimétrique. Voilà, ici c'est colorimétrique et la chromatographique. On est là. Le dosage, nous avons vu immunochimique, colorimétrique, mais on a chromatographique, chromatographique. Nous allons décortiquer cette partie pour la confirmation et le dosage. Je vais corriger cette erreur. Petite erreur, excusez-moi. Donc, méthode chromatographique, méthode chromatographique. Alors, on reprend maintenant. On est où? On est où? Alors, on est dans l'étape de chromatographie. Les techniques chromatographiques ou de confirmation, comme je vous ai dit, c'est bon. C'est des techniques de confirmation. Bien sûr, si on obtient quelque chose de précieux, généralement en toxicologie, ça va nous demander beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, justement, dans un laboratoire de toxico, on n'injecte pas directement l'échantillon à l'appareil. C'est des appareils très sensibles. La chromatographie, que ce soit la CPG, la chromatographie en phase gazeuse, ou que ce soit l'HPLC, UV ou bien masse, c'est des techniques, c'est des appareils très coûteux et le plus souvent, ils demandent, si vous voulez, des échantillons un peu clean, hein, un peu propres, hein. Donc, un peu propre, c'est-à-dire, c'est des prélèvements préalables qui étaient des urines du sang et qui ont subi une étape d'extraction, ça veut dire d'isolement de notre médicament d'un milieu d'origine. Par exemple, ça, c'est les urines et ça, c'est notre milieu d'extraction. Ça, c'est l'extraction liquide-liquide, celle qu'on utilise le plus souvent au laboratoire et celle qui est de base, hein, celle qui est basique. Donc, ça, c'est une ampoule. On met notre urine. Là, on met, par exemple, le solvant d'extraction. On mélange. Donc, nous avons notre médicament qui va passer du milieu d'origine vers le milieu d'extraction. Bien sûr, le milieu d'origine, bien que j'ai dit tout à l'heure que les urines sont un peu propres, vous avez peu de protéines, vous avez peu de lipides et tout ça, mais c'est gênant dans l'analyse. On veut encore améliorer notre sensibilité. Donc, on élimine tout ce qui est interférence en utilisant un solvant. Donc, les protéines ne vont pas passer dans le solvant, ni les lipides. Et en plus, par la suite, on peut évaporer ce solvant et récupérer avec un volume faible. Donc, en d'autres termes, on est en train de concentrer. Donc, si on concentre notre échantillon, c'est l'équivalent d'augmenter la sensibilité dans notre technique.
Donc, c'est une étape importante et systématique. Il est rarement, il y a des cas très rares où on fait une dilution des urines pour analyser directement notre échantillon. Mais si on dilue l'urine, donc vous pouvez imaginer qu'on est en train de perdre en sensibilité. Donc on fait notre extraction, on obtient notre extrait, ce qu'on appelle l'extrait, ce qui reste, ce qu'on appelle raffinat. Donc on obtient notre extrait et on fait l'analyse. Là, là, il y a une explication, comment on fait cette procédure. Je vous laisse le plaisir de lire attentivement et convenablement le passage Hadaya parce qu'il contient les éléments clés de compréhension. Vous pouvez également, si, Inch'Allah, si vous aurez le livre qu'on a fait, donc il y a encore plus de détails et c'est plus riche si vous voulez encore approfondir vos connaissances. Là, c'est d'autres variantes d'extraction. On ne va pas les détailler parce que franchement, ce n'est pas ce qu'on emploie le plus souvent. Ça, c'est généralement dans des laboratoires spécialisés pour faire les analyses d'extraction. L'étape d'extraction. Donc, ça, c'est la même chose, le pré-traitement. Parfois, on a besoin de faire un petit peu de pré-traitement pour arriver à l'analyse. Ça, c'est également une étape un peu, si vous voulez, avancée. Mais n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de renseignements, avec plaisir. Là, on arrive à la technique proprement dit. Donc, tout à l'heure, nous avons vu le pré-traitement de l'échantillon. On le prépare. Et là, maintenant, on fait l'analyse. Et bien sûr, ça, c'est, comment dire, c'est un bijou. Si vous voulez, ce tableau-là, c'est un bijou. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de classer dans ce tableau chaque technique avec les médicaments qu'on peut rechercher. Donc, vous imaginez bien, donc, plus la technique contient plus de médicaments, c'est mieux. Elle est plus performante, donc elle permettra de rechercher une gamme plus large de médicaments. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir un appareillage qui permet de détecter des centaines de molécules. On a besoin seulement d'une dizaine, d'une vingtaine. C'est suffisant. Bien sûr, ça va jouer sur le coût. Donc, vous allez diminuer le coût et vous allez gagner en performance parce que vous analysez seulement quelques mots de médicaments. Mais si vous voulez avoir ratissé là, je vous conseille l'HPLC DAT ou l'HPLC AMS. L'HPLC DAT, c'est vraiment beaucoup de médicaments qu'on retrouve. Donc, j'ai mis l'analyse avec les familles et les médicaments qu'on peut retrouver par HPLC FIDE, CDAPD, GCAMS, HPLC UV. Bien sûr, voici quelques exemples. Ça, c'est la CPG-AMS et c'est l'HPLC DAT UV. Ça, c'est quelques exemples. Quelques photos d'appareillage qui permet la recherche par HPLC ou par CPG des médicaments. Après, bien sûr, je répète encore une fois, l'extraction de notre échantillon. Bon, nous avons l'HPLC électrochimie, nous avons l'HPLC fluorescence, l'HPLC AMS. J'ai rajouté, donc ce n'est pas des techniques chromatographiques ici, j'ai rajouté la SAA flamme et four et l'ICP. Ça, c'est pour doser quelques médicaments sous forme de métaux. Nous avons le lithium qui est un isoleptique, psychoisoleptique. C'est un médicament utilisé en psychiatrie, donc on peut le doser par SAA. Et nous avons les dérivés de la platine qui sont des médicaments anticancéreux, qu'on dose par ICP-AMS ou SAA four. Nous avons également l'électrophorèse capine, qui est très rarement utilisé au laboratoire. Mais le plus souvent, je répète encore une fois, c'est l'HPLC UV. Bon, l'HPLC AMS, elle est plus performante. Et nous avons le plus souvent dans le laboratoire de pharmacodépendance, si on cherche seulement les médicaments qui sont utilisés par les toxicomanes, on est beaucoup plus orienté pour le moment, en ce moment, vers la GCAMS. Voilà, donc, voilà, on est arrivé vers la partie interprétation. Si vous voulez, c'est la partie où on va un peu réfléchir à tout ce que nous avons fait tout à l'heure. Alors, les éléments clés lorsqu'on fait le screening devant une urgence, c'est revoir le moment d'exposition et l'apparition des signes cliniques, revoir le prélèvement qui a été analysé et faire, le plus important dans l'interprétation, faire la correspondance entre les résultats obtenus et la clinique que nous avons observée. C'est ça le but. À la fin, on veut expliquer par l'analyse l'observation. C'est tout. C'est, si vous voulez, un objectif de toute cette analyse, c'est faire une correspondance dans un contexte d'urgence. Bon, le dosage. Donc, le dosage, comme j'ai dit tout à l'heure, le dosage, on ne le fait pas pour tous les médicaments. La question que vous pouvez poser, pourquoi? Pourquoi on ne fait pas le dosage? Puisque le dosage peut corréler avec les signes cliniques. Par exemple, si je trouve un patient qui a, on va dire, 1 g/litre de paracétamol, contrairement à un patient qui a 1 mg par litre, donc 1 mg par litre, ça ne peut pas expliquer comment dire, les signes cliniques, mais 1 g par litre, ça explique si nous sommes devant une atteinte hépatique. Ça, c'est pour le paracétamol, oui. Mais pour d'autres médicaments, ce n'est pas le cas.
Donc, si vous voulez, le dosage est réservé aux médicaments où la quantité ou le dosage ou la concentration de notre médicament dans le sang corrèle avec les signes cliniques. S'il n'y a pas cette notion de corrélation, ça veut dire si la dose augmente, les signes cliniques augmentent, pas besoin de faire le dosage. Ça, c'est le premier intérêt de faire un dosage. Et quels sont les médicaments? Bien sûr, j'ai mis à votre disposition tous les médicaments pour lesquels un dosage est recommandé ou bien voire même est obligatoire. On est obligé de le faire. Donc, bien sûr, il y a tous les exemples ici, hein, que ce soit les neuroleptiques, à l'exception de la lopyridoclozapine, les antidépresseurs à l'exception de l'imiprane, clomipramine, lithium, les antibenzodiazépines, les bêta-bloquants. Il y a certains médicaments dont on n'a pas ou on a besoin de faire le dosage. Ils sont cités ici. Parfois également, on est amené à faire le dosage lorsqu'on fait un contrôle. Imaginez, nous avons expliqué la clinique, comme j'ai dit tout à l'heure, et on veut voir est-ce que le médicament et le patient est en train d'éliminer ce médicament. Généralement, on demande un prélèvement dans un demi-temps, dans une demi-vie du médicament. Imaginez, à 14 heures, j'ai fait le paracétamol et j'ai trouvé une dose, une carbamazépine. Plus souvent, c'est carbamazépine. Un carbamazépine, je l'ai trouvé à une dose très forte. Et je veux savoir, bon, le dosage explique la clinique, mais j'ai peur que ce médicament n'est pas éliminé par le patient. J'ai peur qu'il y ait une insuffisance rénale associée. La meilleure chose à faire, c'est que je demande après une demi-vie un autre dosage du carbamazépine et normalement, je devais trouver après une demi-vie la moitié de la concentration que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc, si je trouve la moitié, ça veut dire c'est un bon signe, ça veut dire que le patient est en train d'éliminer notre médicament. Si je trouve que la concentration reste la même ou elle est légèrement plus basse, là, je m'inquiète. Là, je sais que le patient n'est pas en train d'éliminer le médicament et là, il faut penser à une autre thérapie. D'ailleurs, je vous rappelle, quel est l'objectif? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'interprétation, c'est faire une corrélation entre le résultat et la clinique, voir dans cette partie de dosage, est-ce que le patient est en train d'éliminer? Mais tout ça, pour le médecin, c'est quoi? Pour le médecin, ça va l'aider premièrement dans le diagnostic, ça va l'aider comme pourquoi, si on lui a un résultat, donc il a besoin de trouver le toxique. S'il trouve le toxique, il saura le pronostic de notre patient. Si on fait le dosage, on saura est-ce que le pronostic est favorable ou défavorable. Et également, ça va les aider, les médecins d'urgence, ça va les aider dans le traitement. Donc, le traitement en toxicologie, nous avons un traitement symptomatique, un traitement d'épuration et d'évacuation. Mais si on lui donne le médicament en cause, on va l'aider, on va ouvrir, si vous voulez, on va étendre l'arsenal thérapeutique du médecin. Parce que là, il pourra employer un autre traitement qui est très efficace et très spécifique, mais à une seule condition, c'est la connaissance de notre toxique. À titre d'exemple, si on trouve le paracétamol, on peut utiliser, le médecin peut traiter le patient et rajouter à cela la N-acétylcystéine. Donc, c'est un traitement spécifique. On ne pourra pas l'employer si on ne connaît pas la cause de notre intoxication. Plus précisément, il faut que ce soit le paracétamol. En étant, comment dire, si le toxique est inconnu, donc ni le médecin peut utiliser un acétylcystine, ni le laborantin ou le toxicologue qui travaille, donc il ne pourra pas aider le médecin dans son action thérapeutique. Donc, c'est ça un peu l'idée. Donc, que ce soit la recherche de toxique va aider dans le diagnostic, le pronostic et même le traitement. Là aussi, bon, là ici, j'ai donné tous les médicaments pour lesquels on peut faire le dosage et à quel moment c'est favorable. Là aussi, voilà, vous pouvez voir que j'ai mis pratiquement tout. Hein. Et toutes les concentrations toxiques. Hein. À quelle concentration on est dans une situation défavorable ou favorable pour le patient. Et tout ça, c'est des renseignements. Tous ces renseignements vont aider le médecin dans sa prise en charge, dans la prise en charge du patient. Tout ça, c'est la même chose. Donc, la pharmacodépendance, là, qu'est-ce que je vais rajouter? Donc, je vais dire que les urines, on utilise parce qu'il y a l'élimination des métabolites qui est lente. Le screening peut persister positif plusieurs jours après une crise, ne permettant donc jamais de distinguer une crise récente d'une crise remontant à plusieurs jours. L'interprétation se base sur l'absence totale de la molécule mère et ses métabolismes. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous avez un adolescent, un adulte qui est suivi par un centre de toxicomanie, là, nous sommes passés vers le contexte de pharmacodépendance. C'est bon, on n'a passé l'urgence, maintenant on a la pharmacodépendance.
on vous envoie les urines. Donc, on ne sait pas si c'est le toxique, il a un temps de demi-vie très long. Par exemple, le THC, cannabinoïde, qui peut aller jusqu'à un mois. Donc, vous pouvez imaginer qu'après un mois, on pourra toujours retrouver le cannabis dans les urines de notre patient. Et là, donc, on sait pas, est-ce que c'est une prise récente ou lointaine? Je peux vous dire que si par exemple, un toxicomane prend, par exemple, du cannabis aujourd'hui, après un mois, on peut retrouver le cannabis dans ses urines. Et c'est ça, et quand on fait l'analyse après un mois, on est un peu gêné, nous, au laboratoire, parce on va pas vous dire, ben, voilà, il a arrêté la prise du cannabis, parce qu'il se peut qu'il a pris le cannabis la veille, et on ne peut pas dire qu'il est en train de prendre. Donc, notre résultat, on est sûr que notre patient n'a pas pris tel ou tel médicament, telle drogue, lorsqu'on retrouve rien dans les yeux, pour ne pas rentrer dans des difficultés qui sont souvent infructueuses, encore une fois. Et les cheveux, je l'ai expliqué tout à l'heure, les cheveux, c'est quelque chose de très intéressant dans l'analyse des toxiques, parce qu'il nous permet de faire une analyse segmentaire, de voir tous les calendriers des intoxications, des expositions de notre toxicomane ou de notre patient. On peut suivre le patient mois par mois. Comme j'ai dit tout à l'heure, les cheveux poussent 1 cm par mois. Donc, on peut remonter 1 cm par 1 cm pour voir toutes les expositions précédentes, si bien sûr le patient laisse pousser ses cheveux, ce qui n'est pas souvent le cas en Belgique. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la recherche de toxicologie, chronique toxicologique est un processus lent, comment dire, dans les étapes et lent avec LENT dans le temps. Donc, ça prend beaucoup de temps, contenant plusieurs raccourcis. Donc, il faut connaître ces raccourcis. Le premier raccourci, comme on a vu tout à l'heure, c'est l'anamnèse. Les sites cliniques pourront nous aider vraiment pour éviter une analyse un peu exhaustive. On peut s'orienter par rapport au site clinique. Ça, c'est le premier raccourci. Le deuxième raccourci, c'est les techniques de dépistage. Donc, ils vont nous orienter vers une famille plutôt qu'une autre. Donc, c'est également un élément très important à mettre en œuvre quand on initie une recherche de toxiques. Ces deux éléments pourront nous faire gagner vraiment des jours dans l'analyse. Elle a dit qu'on préfère en toxicologie, on ne préfère pas commencer l'analyse jusqu'à ce qu'on ait tous les éléments de diagnostic, d'anamnèse, à savoir la clinique, beaucoup plus la clinique et les moments de prélèvement et de prise. Les trois éléments sont très importants. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc chaque analyse est unique en elle-même. Les résultats doivent être rendus dans les heures qui suivent l'intoxication, maximum 24 heures lorsqu'on est devant l'urgence. Le dosage est obligatoire pour certains médicaments et un contrôle est souvent nécessaire dans les intoxications graves associées à une insuffisance rénale, bien sûr. Alors, la qualité de l'analyse affectera le diagnostic, le pronostic et le traitement du patient. Donc, ça, c'est le point le plus important. Donc, quand on en fait bien tous les éléments clés de notre analyse, on est sûr de notre résultat et on n'est pas gêné lors de l'interprétation. Bien sûr, tout le monde est satisfait, donc non seulement le laborantin, le toxicologue, le médecin, parce qu'il traite convenablement, et le patient, bien sûr, c'est notre but à la fin, c'est qu'il obtient la meilleure prise en charge possible. Donc voilà, donc je voulais partager avec vous le livre ADS, ce qu'on a publié avec Elsevier. Donc il est sorti l'année passée, il est très récent. C'est une collaboration entre Algériens, Tunisiens, Marocains et Français. Donc c'est un travail dans lequel il y a plusieurs auteurs et qui contient environ 1000 pages. Mais ne vous inquiétez pas, 1000 pages, c'est pas seulement... C'est plusieurs thématiques de toxicologie. C'est la raison pour laquelle il est intitulé Tout en un de toxicologie. Il y a la partie, si vous voulez, analyse, il y a la partie clinique, il y a la partie même des photos des plantes toxiques, des champignons toxiques, pour des gens vraiment qui veulent s'approfondir en toxicologie. Et merci pour votre attention. Moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à répondre avec plaisir. À vous la parole, Madame Safti. Donc, je vais ouvrir le chat. Le chat, je vais l'ouvrir et voir vos questions. Alors, au départ, je vais mettre à disposition comment dire, mon email. Voilà, c'est Khalfi-du-8 AR
hotmail.com. Donc, si vous voulez faire un retour, vous avez des questions par rapport, vous vous rappelez d'une question après la présentation, donc comme j'ai mis à votre disposition attendez, je vais l'envoyer à tout le monde. Donc, à tout le monde, je vais refaire. D'accord. Normalement, c'est bon. J'ai envoyé à tout le monde mon email. Donc, avez-vous des questions? C'est le moment, hein, par le chat. Si vous voulez envoyer une question, je suis là. Bon, le document, je vais le mettre à disposition de Madame Safti. C'est elle qui se chargera de la... Et je pense même la vidéo, je pense qu'elle va la partager. Je ne sais pas comment. Parce que je pense que l'année passée ou avant l'année passée, la vidéo est passée sur YouTube. Donc, vous pouvez... Bon, si vous avez raté la dernière présentation, celle de l'année passée ou l'année d'avant, vous pouvez la consulter. Docteur Khalfi. Docteur Khalfi, vous m'entendez? Alors, des Oui, questions. Docteur Khalfi. ماهوش يسمعني. Docteur Khalfi. Apparemment, vous avez tout compris, apparemment. Bon, tout à l'heure, il y avait des gens qui ont levé la main. Donc, je pense que c'est type, je pense, si c'est l'occasion. Oui, Madame Safti. Magnifique, qui a répondu à ma place. Merci, hein. Donc, est-ce qu'on peut avoir des copies? Bien sûr, hein, je viens de le faire. Tout le monde demande, bon, les questions, c'est tout le monde demande une copie. Je l'ai envoyé. Voilà. تحت تلقى des questions. أنا هبط doucement, Ah, d'accord. أنا هبط doucement. Une question de laboratoire, de d'hématologie. On peut en trouver des labos spécialisés, bien sûr. Donc, en Algérie, il y a certains labos de toxicologie, hein. كاين في الغرب à Oran, à Tlemcen, à Alger. Vous avez également à Tizi Ouzou, à Annaba, Constantine, Batna aussi. Donc, il y a, dans certaines régions, il y a des laboratoires de toxicologie et qui sont souvent soit disons grandes villes ou bien où comment dire, l'accès à ces villes-là est facile, hein. Donc, au sud, je pense qu'il y a également, au sud, il y a un collègue à nous qui est, il y a à Ouerguela, je pense, qui prend en charge les cas d'intoxication à Ouerguela. Donc, le livre est-il disponible sous forme PDF? Oui, il est disponible, mais il faut payer. Il faut aider un peu les auteurs, hein. Donc, si vous voulez le commander, bon, vous pouvez le faire. Si vous avez un fournisseur privé chez vous, à votre niveau, vous pouvez solliciter. Mais sur Alger, on connaît bon, il y a un fournisseur qui m'a dit oui, on peut le ramener, mais sur commande, c'est la Maison internationale du livre, ce qu'on appelle la MIL. Et je pense maintenant, il y a le salon du livre, hein. Il est à Alger, je pense maintenant, une fois. Et ça serait bien de faire une visite. Peut-être vous allez trouver le livre. Je ne sais pas s'ils l'ont mis à disposition à Alger, mais le plus souvent, je pense, hein, il faut le commander. Vous pouvez l'avoir dans 2, 3 mois, je pense, hein. Et c'est le moment, je pense, c'est le moment d'achat dans les établissements publics. C'est le moment où vous pouvez demander à votre bibliothèque ou votre administration et d'arrêter. تقدروا تطلبوا منها تجيب لكم une ou deux copies. Moi, j'aimerais bien vous donner, mais vous savez ça fonctionne, l'édition des livres. C'est un processus qui demande un effort maintenant. Et également, il y a l'effort de l'éditeur parce qu'il va les imprimer, il va utiliser du papier avec une qualité supérieure. Ou bien sûr qu'un l'acheteur, donc il sera bénéficiaire. C'est comme n'importe quel. D'accord? Est-ce qu'on peut trouver le livre? Donc, j'ai répondu par rapport au livre. Merci, merci, le document. Donc, alors, docteur, s'il vous plaît,
Voilà, je vous ai dit, donc, docteur Yaza. Donc, j'ai dit tout à l'heure, donc si vous avez un cas d'intoxication dans votre ville, comme les services qui existent de toxico. Vous avez Oran, Tlemcen, je répète encore une fois, Oran, Tlemcen, Alger, Tizi Ouzou, vous avez, peut-être, je ne suis pas très sûr, Annaba et Constantine. Batnaus. Donc, Ouergla également, je pense que ça va démarrer, ou bien ça a démarré. Franchement, je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Donc, EPH, bon, qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc, bon, question de Razi, donc, a dit conduite à tenir devant une urgence après ingestion d'un toxique. Voilà, donc, si vous voulez, dans cette présentation, on a seulement l'aspect makhbar, laboratoire, hein. Maintenant, de façon plus générale, vous êtes à la maison, par exemple, la qadr, ça, dans votre maison, une intoxication, une ingestion massive d'un médicament. Généralement, chez le citoyen algérien, nous avons l'histoire depuis le début jusqu'à l'arrivée du laboratoire, parce que le laboratoire, jusqu'à le rendu, le résultat, c'est bon, on a fait. Donc, même l'intoxication jusqu'à l'arrivée aux urgences, ah oui, c'est ça. Le citoyen, chez généralement, il le patient vers les urgences. D'accord? Mais il a une autre option qui est souvent oubliée par la plupart des citoyens algériens, c'est d'appeler directement le centre antipoison. Le centre antipoison, il y a directement la centre antipoison, il y a des médecins qui peuvent vous répondre et vous donner la conduite à tenir in situ. Peut-être ce n'est pas très grave et vous pouvez vous-même prendre en charge votre patient. Sinon, vous le prenez vous-même ou il peut vous recommander de prendre votre patient, votre proche, et vous l'envoyer vers le service. Il pourra même vous conduire, vous orienter vers quel hôpital et vers quel service, hein. D'accord? Donc, le numéro de CAP, vous pouvez le chercher sur Internet, hein. Donc, vous avez sur Alger, vous avez deux CAP, vous avez le CAP de Centre national de toxico et vous avez de Babel. Donc, ces deux centres pourront répondre à vos questions. Où il est à l'échelle, ces deux numéros sont mis à la disposition à l'échelle nationale. Donc, n'importe quelle personne pourra appeler. Il y a également un Annaba, je pense, il y a également, qui travaillent la journée, donc vous pouvez les appeler, ou ils sont disponibles sur Internet. Maintenant, la technologie, tout le monde l'utilise. Je vous, je, vous- je vous, comment dire, suggère d'utiliser pleinement la technologie dans tout ce qui est scientifique et tout ce qui est vraiment médical, hein, notamment la toxicologie. Parce que c'est une science un peu qui évolue très rapidement. C'est pas une science qui est figée. À chaque fois, on est confronté à une nouvelle vague de toxiques, nouveaux médicaments. Comme citoyen, chaque 5 ans, 6 ans, une nouvelle drogue qui est sur le marché et qui circule et qui peut faire des dégâts. Donc, vous imaginez bien que la science de toxico, c'est une science qui mute rapidement. Qui mute rapidement et il faut être toujours à la. Et justement, c'est la raison pour laquelle je vous suggère le livre qui est, bon, le nôtre ou il y a d'autres, hein, vous n'êtes pas forcé, hein, celui qui vous convient le mieux, je vous le plus récent. Le plus récent et celui auquel vous êtes à l'aise. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez consulter tous les livres de toxicologie récents. Sur Google Books, تلقاو l'aperçu. تبداو تقراو quelques pages maintenant, est-ce que vous sentez que ça va vous aider si vous êtes dans un labo de toxico, vous voulez lancer une telle aventure. Ou bien si vous voulez par curiosité aider les toxicologues dans leur travail, parce que c'est un travail de collaboration. Dans un premier temps, c'est un travail de collaboration. Le laboratoire qui envoie avec au laboratoire de toxico, il est synchrone. يعني تكون عنده au moins une base en toxicologie, il sait à quoi il s'attend, il peut collaborer facilement avec la toxique. Parce que si vous ne savez pas c'est quoi la toxique, comment on fait la recherche de toxique, et quand on vous appelle du centre antipoison ou du laboratoire de toxico, le plus souvent, le personnel de santé, parfois, hein, mais chez souvent, hein, parfois, il est embêté. Pourquoi il m'appelle, je lui ai envoyé tout, de quoi il a besoin et tout ça. Maintenant, je pense que vous avez une idée sur pourquoi on demande tant d'informations lorsqu'on initie une recherche de toxiques. Donc voilà. Donc on va défiler encore plus les questions. Voilà. Non, on va descendre.
Alors, une question très importante de Ous, hein, qui m'a aidé tout à l'heure à répondre. Donc, il dit en absence de techniques convenables pour la recherche, est-il possible de s'orienter par des examens biologiques de type TGO, TGP? Non. Non, franchement, parce que ces bilans biologiques, ils sont un peu généraux, hein. Donc, vous pouvez avoir une atteinte hépatique ou rénale ou par d'autres causes, hein. Ça ne peut pas être que toxique. Si vous avez un bilan hépatique ou rénal ou autre qui est perturbé, ça ne veut pas dire que la cause est toxique. Et même si elle est toxique, vous ne saurez même pas quel médicament. Donc, il y a plusieurs médicaments qui peuvent perturber un organe précis. Donc, c'est justement, si vous voulez, le bilan biologique, qu'on a qualifié tout à l'heure de biomarqueur, souvent, ils nous renseignent sur les dégâts. Est-ce qu'ils sont profonds ou la bénin, ou faible, c'est tout, hein. Alors, conduite autonome devant une autre, après, bon, c'est une répétition qui s'est répétée plusieurs fois. Conduite autonome devant, c'est bon. Bon, une question de Dr. Yaza, également c'est une question pertinente. Il faut pour les prélèvements sanguins, est-ce qu'on fait la séparation du plasma, puis congèle le sang, ou bien on congèle le sang total? Alors, chef, pour tout ce qui est médicament, le plus souvent, on fait le dosage dans le cerveau. Donc, vous pouvez faire, ne congelez pas genre le sang total parce que ça va créer une hémolyse. Vous centrifugez, vous récupérez le plasma et vous le mettez de côté. Vous pouvez l'envoyer par la suite, hein. Donc, si vous voulez le prélèvement, le type le tube le plus adéquat, c'est le tube épargne. Rarement, on peut utiliser également pour certains médicaments le tube sec, mais de façon générale, de préférence, un tube épargné, à l'exception lorsqu'on fait le dosage du lithium. Il ne faut pas que ce soit éparinate de lithium, parce que l'éparinate du lithium contient du lithium. On utilise un autre type de prévention, on peut utiliser le DTA ou autre, hein, un autre anticoagulant. Mais dans la plupart des cas, c'est des éparinates, hein. C'est le tube avec un bouchon vert que vous connaissez. On le centrifuge, on récupère. Alors, l'alcoolémie se fait sur un tube NAF, hein. NAF, pourquoi? C'est un tube avec un bouchon. Bon, c'est un peu, ça sort un peu de notre présentation. Et c'est une question qui se répète le plus souvent, hein. Donc, ça, l'alcool, on n'est pas dans le médicament. Donc, si quelqu'un qui a pris l'alcool, c'est le tube NAF, le bouchon noir. Pourquoi un NAF? Parce que ça contient du fluor. Le fluor, c'est un bactéricide. Il va tuer des bactéries qui sont susceptibles de produire elles-mêmes de l'alcool, de l'éthanol. Et donc, il va nous fausser les résultats. C'est la raison pour laquelle on utilise le NaF, justement pour... Et vous savez, vous imaginez bien que l'alcool, parfois, on le conserve l'échantillon pendant très longtemps en cas de contre-expertise. Allez, c'est mieux le tube NaF, le bouchon, il est long. Donc, j'ai répondu par rapport à l'alcoolémie. Toujours l'alcoolémie. Est-ce qu'il y a un milieu de transport? Bon, bien, on vient de le dire. Donc, l'échantillon comme si vous ne l'envoyez pas tout de suite, vous le mettez à -20 de préférence. Et après, vous l'envoyez. Je sais, c'est dans les cas d'urgence, vous êtes un peu dépassé et tout ça. De préférence, si vous pensez que c'est dans la journée que vous envoyez mail, plus qu'à le patient avec lui. Mais si ça va rester pendant 2, 3 jours, il vaut mieux, surtout dans le cas de pharmacodépendance. Mais l'urgence, le plus souvent, réaliser le prélèvement, qui démarre le patient, il est dans une chaîne de froid. Il démarre une glacière. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que... s'il vous plaît, est-ce que vous avez reçu le PowerPoint? Parce que je l'ai envoyé et je trouve toujours vous me demandez toujours le PowerPoint. دكتور خلفي سي يعاود بعثه سيل بوكلي باسكو Sans هذاك faute. مع لو شات يطلع الفوقا بتاتخ عاود دير نورمال بيس جوانت وبارطاجي. D'accord, je vais le faire. Donc, ميرسي. attendez un moment, hein. Normalement, il va arriver.
Normalement, j'ai envoyé, hein. Donc, attendez, à tout le monde, hein, enfin. Il y a une personne qui a reçu, donc je vais réenvoyer encore une fois, donc à tout le monde. Aïe, aïe, rapidement. Est-ce que vous l'avez reçu? Normalement, il a été envoyé à tout le monde. تلقاو اسمي عبد الرزاق خلفي hein. Très bien. Oh, très bien. Donc, il y a Dr Yaza qui s'il a vous plaît reposé. Allez-y, قولي له madame. قول لهم كليكيو تيليشارجيوه تو سويت باسكو يطلع يروح سي بون يديسباري. Oui, oui, on vous dit qu'il faut le télécharger dès maintenant parce que si on quitte, personne ne l'aura. Il va disparaître avec le chat, hein. وي ميرسي دكتور خلفي. Blamzia. Donc, je reviens à la question qui a été reposée par Dr Yaza. S'il vous plaît, j'ai entendu la réponse. C'est ma question sur le prélèvement. On fait la séparation. Bien sûr, vous faites la séparation. Si vous avez le dosage des médicaments, je vais être précis, hein. Si on est devant un médicament, donc le dosage se fait dans le plasma. Donc, on fait la centrifugation. On récupère le plasma et on le congèle. Autrement, si vous mettez le sang directement à température -20, il va s'hémoliser. Et on ne pourra pas l'exploiter, on ne pourra plus l'utiliser pour le dosage des médicaments. Mais dans d'autres situations, on a fait comme un autre contexte, par exemple le dosage des métaux. Si on veut doser le plomb, rien à voir avec notre présentation d'aujourd'hui. Le dosage ne se fait pas dans le sang, il se fait dans le sang total. Donc on demandera le sang total. Donc tout dépend de la situation. Mais si vous voulez d'aujourd'hui, recherche de toxiques, plus précisément des médicaments, vous centrifugez, vous récupérez le surnageant et vous l'envoyez. Si vous n'avez pas une centrifugeuse, ne congelez pas l'échantillon. Khaloha plus 4 ou 2 dans une chaîne de froid directement vers le labo de toxiques. Je pense que j'ai répondu. S'il vous plaît, très bien. Docteur Yaza a répondu. Très bien. Donc, est-ce que tout le monde est arrivé à télécharger le document? On va attendre un peu, hein. On va attendre jusqu'à 15 heures. Bon, je ne sais pas, c'est Madame Sarti qui dirige un peu ce chat, cette présentation. On ne sait pas à quel moment, Madame Sarti, on va quitter. Parce qu'à fois à peu près à quel moment il faut qu'il télécharge. جو سي با 15h30 يعني لهنا راني فاتحه حتى 15h30 جو بو الي او دولا. Classe, 15h30, essayez de télécharger, s'il vous plaît, rapidement. Je ne sais plus combien on est, combien dans le chat. On est 159. Faites vite, s'il vous plaît, pour... Alors je vois que pratiquement c'est tout le monde qui a pu télécharger le document, c'est très bien. Vu que qui trouve la connexion stable, ça se fait dans même pas 30 secondes, ça se fait. Oui, très bien. C'est une bonne chose. Docteur, Donc, je si peux vous avez d'autres questions, تفضل. je veux seulement bon, faire un aperçu du livre si vous êtes intéressé. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Donc, si les gens ne veulent pas, ne savent pas comment le chercher sur Google Books, donc je vais montrer un peu le contenu du dialogue. Donc, très pas. Donc, je cherche le document.
Partager donc mon écran. Recording stopped. Est-ce que vous arrivez à voir Oui, oui. Docteur Khalfi, oui, c'est bon. voilà, ça c'est Google Books. Donc vous pouvez voir, vous tapez seulement tout en endotoxicologie. Donc voilà, donc on est les éditeurs, l'équipe d'éditeurs, donc psychologues. On a des cliniciens, des médecins, il y en a quand même le personnel qui est chargé de l'urgence, hein, des gens, même des médecins du centre antipoison. Ça, c'est les chapitres. Tout ce qui est chapitre, il est réparti en médicaments, métaux, drogues, pesticides, tous les toxiques par famille, et avec un index très, très clair. Moi, à mon sens, il est bien détaillé. Donc ça, c'est le contenu. Donc, comme je vous ai dit, c'est à peu près 1000 pages. Et vous pouvez voir, voilà. Donc, chapitre 10, par exemple, toxicologie clinique, les signes cliniques, tous les syndromes de toxicologie. On a parlé également des champignons toxiques et même des pesticides, les gaz, les solvants, les métaux. Donc, ils sont traités dans ce livre. Ah oui, comme bon, ça c'est les auteurs. Donc, Ramli, comme il est très résumé, on a fait, on a fait en sorte qu'il soit vraiment très résumé, l'information sous forme de tiré, pour que ce soit accessible et facile à lire pour tout le monde. Donc, donc ça c'est un exemple, par exemple, du paracétamol. La décision, comment on fait le dosage, on le confronte à une courbe et après on fait le dosage. Là, vous pouvez déjà avoir un aperçu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc, voilà, Oui. comme avec toute la cinétique, le dosage, le mécanisme d'action. Et il y a aussi même l'aspect de traitement des intoxications et même le contexte analytique, le prélèvement à utiliser et l'interprétation. Pour chaque famille de médicaments, on a traité ça. Et à la fin, bien sûr, j'espère que ici, dans l'aperçu, il y a les في photos. واحد انت اديته للبروفيسور بودينا مازال ما رديتهوليش هذا Donc, انا عاود voilà. اديتهولك قلت Donc, له هذا هو صافي le lien. Si vous voulez, comme le site, 73 وانا bon, je vais partager avec vous le lien. Vous pouvez y accéder plus هذا rapidement. اديته للبروفيسور بودينا الله يسجيك خذ باسكو Je vais arrêter le partage. هدايا شوف Voici le lien, si vous voulez le voir. Comme le lien, je l'ai envoyé à tout le ما monde. يسميكهاش جست لهذاك بروفيسور كنت غلطه فيه الخطاب ما زعلت منه باسكو بحر لي Est-ce que vous avez reçu le lien? عنده تاع لابوغاتوار عاود عطيت له هذايا عاود عطيته Ouais, voilà. Donc, pour les gens qui vont la voir, ça, je vous dis bonne lecture et ça m'a fait vraiment plaisir de faire cet échange avec vous aujourd'hui pour vous faire découvrir un peu la toxicologie. مي عطيته لك بصح كاين حاجه لازم نديرهم لي كافيت عيط لي بروفيسور بوعلي سي بون خلاص عيط كل يوم راني نعيط له عنده ديزيام نوت ولا ما؟ كاين اللي ما عندهمش كاين اللي يعني هو يا مادام اللي ما عندوش نوت يعني كيف تعطيهم له؟ لا بصح هو بوعلي يقول لي خدمتهم لا 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 صافي هكا ما حدش يريبوندي هي قادر حنا بالنسبه لنا من السنه الباسي وانا نقول لك يمكن Madame Safti, je pense qu'on est en train de vous entendre, hein. Madame Safti. Oui, je m'excuse. Non, 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 je ne sais pas, peut-être c'est une conversation privée, vous ne vous êtes pas rendu compte. Merci, docteur. Je m'excuse. Bon, on va profiter, hein, si vous avez encore des questions, hein. Madame Safti est un peu occupée, donc s'il y a des questions. Ben, ne pas répondre, il faut remonter. Oppo A1X5G, il faut remonter, hein. Il faut remonter, vous cherchez Abdelzak Khalfi, vous trouverez le pas répondre. Ben, je vais le réenvoyer encore une fois. Essayez, hein. Donc, essayez de ne pas faire de commentaires pour que vous puissiez le retrouver, hein. Donc, je vais essayer de... Alors, votre ordinateur. Alors, je l'ai partagé encore une fois. C'est de le télécharger rapidement, s'il vous plaît.
Alors, docteur Khelfi, Oui, je Madame pense, Safti. je pense que Juste un moment, parce que on n'a pas, on va rajouter, si vous permettez, hein, juste 5 minutes. Hein. 5 il n'y a pas de minutes, problème. parce que Il y a pas de ils n'ont problème. plus trop. Ah, peut-être le PowerPoint encore une fois. S'il vous plaît, veillez à Oui, oui, télécharger أو le. يخرج أو خرج اللي يحب يتيليشارجي. Oui, au PHSFON, c'est bon, je viens de le mettre maintenant. C'est juste avant votre commentaire. Regan, je pense, Regan, vous avez partagé votre écran. Arrêtez le partage de votre écran. Le PH Regan. Le PH Regan. Ben voilà, donc si tout le monde a téléchargé, donc je vous dis très bon courage. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. En tout ce qui concerne la toxicologie, bien sûr, bien évidemment. Ben, si vous voulez organiser une sortie, donc envoyez-moi par email et après on verra si on pourra faire ça. Si on pourra organiser ça, c'est avec plaisir. Donc il faut m'envoyer. Tout ça se fait par email. Voilà, Madame Safti, vous êtes avec nous. Oui, docteur Khelfi, oui, je suis avec vous. Pour C'est moi, bon, c'est Claude? bon. Hein. Pour moi, c'est bon. Alors, C'est à avec vous la parole. ça, Merci. docteur Khelfi, Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère vous revoir très bientôt dans une autre Inch'Allah. formation, Inch'Allah. Alors, je remercie les participants. يعطيكم الصحة اللي قعدتوا معنا حتى الدركا. On va essayer d'organiser, Inch'Allah, le maximum de formations. Je remercie tous les professionnels de la santé qui ont assisté l'IOMA, mis à part les laborantins. Inch'Allah, je suis sûre que c'était bénéfique pour vous. Docteur Khelfi,